Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Mon invité aujourd'hui est François-Michel Lambert, ingénieur, spécialiste de la supply chain. Il a passé 16 ans chez Pernod Ricard avant de se consacrer entièrement aux enjeux de la ressource et de la circularité. En 2012, il fonde l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire, et est élu député écologiste des Bouches-du-Rhône, mandat qu'il exercera 10 ans à l'Assemblée nationale au sein de la Commission du développement durable. Alors aujourd'hui, il préside Soroa, un cabinet de conseil en stratégie écologique, et est vice-président de l'EFREC, l'association interdisciplinaire française pour la recherche en économie circulaire. Il vient de publier un livre chez Duno, coécrit avec Walter Staël, un ouvrage intitulé « Économie circulaire, les défis à relever pour atteindre une économie de performance ». Un livre qui part d'un constat. Nous avons effectivement construit nos économies sur un modèle linéaire. On extrait, on fabrique, on consomme, on jette. L'économie circulaire, elle, réorganise autrement. Autrement, les matières, les produits, les composants circulent effectivement en boucle pour que la valeur ne soit jamais perdue. La thèse du livre, l'économie circulaire est le prochain modèle de performance économique. Alors dans ce nouvel épisode de Capital Social, on va parler d'économie circulaire et de la rupture industrielle que ça suppose. Quel business model associé, comment ça recompose la valeur et pourquoi les entreprises qui tardent accumulent un risque stratégique majeur. François-Michel Lambert, bonjour et bienvenue à ce micro. Bonjour Nathalie, bonjour Capital Social. Merci. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, François-Michel, 10 ans de mandat à l'Assemblée, fondateur de l'INEC, maintenant ex-député donc, et maintenant Soroa. Première question, on accueille qui à ce micro? Le chercheur, l'entrepreneur, l'ex-député, le militant? Qui est en face de moi aujourd'hui? Moi, je dirais à tous ceux qui sont plus jeunes que moi, on accueille l'expérience acquise au bout de 40, 50 ans d'engagement, peut-être pas 50 ans, mais 40 ans d'engagement, d'une richesse due à la diversité de la vie. Chacun a des vies très diverses. Vous en avez décrit une partie et qui consolide une vision, une ambition et qui reste dans la continuité de mes engagements d'il y a déjà des années 90. Donc oui, la chance d'être tout à la fois issu d'un grand groupe, Pernod Ricard, la chance d'être engagé en politique depuis 1992 auprès de Brice Lalonde au début, puis chez les écologistes, la chance d'avoir été parlementaire, la chance d'avoir été chercheur, la chance aujourd'hui d'être dans l'entrepreneuriat et d'accompagner l'entrepreneuriat, plus toute ma vie personnelle. Donc, chacune et chacun, nous avons cette richesse et c'est cette richesse que vous accueillez aujourd'hui, la mienne, qui est particulière, tout comme la vôtre. Alors, est-ce que, c'est une bonne transition, est-ce que la sortie, votre mandat en 2022, du coup, maintenant, il y a plus de 4 ans, a changé ou pas votre façon justement d'agir sur ces sujets et notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la circularité ? Alors, il est clair que le mandat de député est fantastique, mais on attend du député qu'il réponde à tous les sujets. C'est normal, nos concitoyens ont chacun leurs problématiques de l'instant et ils attendent que le député puisse apporter une réponse sur un sujet ou sur un autre où il y a l'actualité. C'est extrêmement dépendant de l'actualité qui efface tout ce que vous pouvez faire. Donc le mandat m'a permis de construire, et notamment je suis le député qui a fait émerger la dynamique de l'économie circulaire, de l'économie de la fonctionnalité, qui a dû batailler pour que ce sujet qui semblait être utopique maintenant s'installe comme un vrai axe de transformation. On le voit aussi au niveau de l'Europe. Mais j'ai été submergé, encore plus sur le deuxième mandat, par les multiples actualités, tensions, etc. Et c'est, la responsabilité, le job de député. Aujourd'hui, j'ai ce recul de ne plus avoir à répondre à l'hyperactualité et de rester sur les sujets que je souhaite porter. Et évidemment, ce que je souhaite porter en principal, c'est l'approfondissement, l'ancrage et la vraie transformation dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Rentrer dans une société qui offre des vraies perspectives et qui ne soit pas en permanence en souffrance à essayer de maintenir un modèle qui est comme un canard sans tête, qui continue à courir mais qui est déjà mort. On va y revenir effectivement justement sur
ce modèle circulaire. Mais je voudrais revenir avant ça un peu sur votre livre que vous venez de publier, Économie circulaire. On disait les défis à relever pour atteindre une économie de performance. Ce livre, vous l'avez coécrit avec Walter Staël. Alors, pour nos auditeurs et nos éditrices qui ne connaissent pas forcément Walter Staël, il est ingénieur suisse, directeur fondateur de l'Institut de la durée à Genève. Faut le dire quand même, il est quand même traduit dans plus d'une quinzaine de langues, je crois. Il est auteur de plus de 500 travaux. C'est un peu le père de l'économie circulaire. Il a posé justement les bases de l'économie circulaire dès 1982 dans un ouvrage qui s'appelait The Product Life Factor, donc 40 ans avant même que le sujet envahisse les agendas. Et il dit une phrase d'ailleurs que je vais me permettre de citer, que je trouve assez intéressante. Je me permets vous devez la connaître par cœur, mais je la cite quand même. Si les producteurs conservent la propriété de leurs biens, les biens d'aujourd'hui sont les ressources de demain au prix des ressources d'hier disponibles localement. Cette phrase, elle est intéressante et du coup, ça m'amène à la question suivante. Ce livre, pourquoi l'écrire avec lui ? Qu'est-ce que, effectivement, vous avez, en coécrivant ce livre, jusqu'où vous allez et qu'est-ce que, effectivement, ça change quelque chose de l'écrire avec une sommité telle que Walter Staël sur le sujet de la circularité ? Merci beaucoup de rappeler Walter Staël et c'est plutôt à partir de son livre en langue anglaise que nous avons construit cette écriture en français avec mon expérience que lui n'a pas notamment sur la partie législative. Walter Staël, ça fait 50 ans cette année, avait remis un rapport que l'on peut dire fondateur, qui après amènera à son livre de 1982, mais un rapport en 1976 auprès de la Commission européenne sur laquelle il exprimait que nous devions changer notre modèle de hyperproduction-consommation et aller sur l'allongement de la durée de vie des produits. Il avait notamment travaillé sur les voitures. Il avait comparé une Renault qui était plus légère mais qui n'avait qu'une durée de vie à l'époque de 9 ans et une Volvo qui était plus lourde, qui consommait plus d'acier, qui durait 14 ans. Il démontrait qu'il y avait un double gain. Le gain environnemental, parce que finalement, même si elle est plus lourde, la Volvo, l'amortissement des coûts énergétiques, on était en post-crise pétrolière, l'amortissement des coûts énergétiques à fabriquer une voiture plus lourde était bien plus important sur la Volvo parce qu'elle avait une durée de vie plus longue et donc ça permettait d'amortir peut-être un poids supérieur, mais sur un temps plus long. Et surtout, il démontrait que ça crée énormément de jobs. La Commission européenne l'a mis sous une pile et il en a fait ce livre fondateur de 1982. Et il est vraiment considéré comme le penseur. D'ailleurs, le terme économie circulaire ne lui appartient pas. Lui, il était sur des économies de boucle au pluriel. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que quand vous mettez économie de boucle au pluriel, vous créez un autre imaginaire que circulaire. Circulaire, c'est au singulier, et on en reparlera. Chacun y apporte une réponse unique, alors que, en vérité, il n'y a pas de réponse unique, il n'y a même pas de réponse certaine. Il y a du questionnement en permanence pour garder la performance. Et ça, c'était la vision et la force de Walter, pas tout seul d'ailleurs, avec Geneviève Redé, une Française, qui est plutôt spécialiste de la sécurité sociale et qui deviendra experte mondiale à l'ONU sur les enjeux de sécurité sociale. Ils ont coécrit ce rapport de 1976. En 1989-90, Walter Staël avec Orio Giarini ont sorti un deuxième livre, Les limites du certain, qui repose la question du modèle de la propriété, on va en reparler sûrement, et qui invite à sortir d'une société de propriété, à entrer dans une société d'achat de l'usage. C'est le seul livre avec celui que nous avons coécrit, Walter et moi, qui a été traduit en français. Donc, vous avez raison, Walter est connu dans le monde entier, intervient dans énormément de pays, il a 80 ans aujourd'hui. Il est multi-traduit. Et en France, je me suis attaché à traduire son Wikipédia, qui était en langue anglaise. Or, c'est dans le monde scientifique l'une des 2 ou 3 références. Quand vous avez un papier sur l'économie circulaire, vous devez repartir des fondateurs, comme tout papier scientifique. Et souvent, on repart de Walter dans le monde scientifique, dans le monde politique, dans le monde médiatique, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de ceux qui parlent d'économie circulaire. Ils ne connaissent même pas Walter Staël. C'est un problème français. Et alors, bonne transition, c'est un problème français parce qu'on ne s'intéresse pas à l'économie circulaire ou qu'est-ce qui fait qu'on ne le connaît pas comme ça, en fait, selon vous J'ai toujours pas compris pourquoi l'on n'a pas intégré Walter Staël, très tôt, qui est venu plusieurs fois, qui est bilingue français-anglais, français-anglais-suisse, allemand, il est même trilingue, et qui n'a jamais été pris en considération. Et je pense que la France, peut-être plus que d'autres pays,
C'est la France de la technologie. On peut s'enorgueillir. Internet, nous avions le Minitel, et même avant le Minitel, nous l'avions conceptualisé. Le Concorde, nous l'avions conceptualisé. Nous avons conceptualisé énormément de choses. On ne peut pas le nier, et tant mieux. Et c'est un autre chemin, une autre façon que Walter propose d'aborder les enjeux de notre modèle de développement. Peut-être que nous sommes encore trop imprégnés de solutions technosolutionnisme, et que Walter interroge plutôt sur finalement qu'est-ce qui fait société, comment on remet en cause les éléments socio-économiques fondateurs de notre société. Ce n'est pas la culture française, et on le voit encore aujourd'hui en politique. Et je vais être très critique, la loi Industrie verte est une loi technosolutionniste qui est déjà dans une impasse. Elle a été votée il y a 2 ans et elle est déjà, c'est une loi morte qui a 2 ans et elle s'appelle Industrie verte, et on est obligé de repenser une nouvelle loi 2 ans après. Preuve que notre culture du technosolutionnisme n'est pas la réponse unique, c'est une part de la réponse, mais si on la réintègre dans un tout, et ce tout, nous ne sommes pas capables de le prendre en considération. Et je vais être très dur, je suis vice-président de la Société savante des chercheurs, on est 300 chercheurs, du monde du recyclage jusqu'au nouveau mode de commerce, comment changer complètement la façon de vendre des produits, voire ne pas vendre un produit et pourtant être rémunéré à ne pas vendre un produit, le fameux dévendeur. Il y a des chercheurs qui sont là-dessus, sur les comportements, sur les nouvelles organisations des systèmes. Walter Stahel est une sommité chez nous. Il n'existe pas dans ceux qui ont la parole de l'économie circulaire actuellement. Alors c'est intéressant parce que ça me permet de faire un pont sur un autre point sur lequel vous insistez souvent en fait, dans votre livre ou dans d'autres instances dans lesquelles vous intervenez, c'est le fait qu'en France, justement, on est très tourné sur la gestion des déchets quand on parle de circularité. Et je vais reprendre vos mots, c'est un peu un angle mort culturel ou politique, je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais c'est une façon, c'est un leurre, c'est-à-dire selon vous, on se trompe justement en étant centré que sur ça. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et nous expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne façon de prendre le sujet Encore une fois, c'est l'approche technosolutionnisme. J'y arriverai pas à le dire. Technosolutionniste. Merci. On l'a. Ouais. On croit que par la technologie, on va résoudre des problèmes qui sont bien plus complexes. Et on structure nos politiques publiques là-dessus. Et on peut aborder les REP, à l'époque, les responsabilités élargies du producteur, qui ont été mises en place par Brice Lalonde. J'ai été embauché chez Pernod Ricard pour accompagner cette arrivée des REP. Avec, à l'époque, c'était deux éco-organismes, Éco-emballage à Delphes, Éco-emballage étant devenu Citeo. Il y avait effectivement, à l'époque, on était plus sur une question de comment on rassemble les emballages et qu'on crée une économie qui évite des déchets et qui les réoriente vers du recyclage. Mais aujourd'hui, c'est plus le sujet. On passe à 100 milliards d'emballages. Je crois que les gens, il faut qu'on ait conscience. On est 70 millions d'habitants et chaque année, on génère 100 milliards d'emballages ménagers. Et dans 50 ans, on sera à 150, 200 milliards si on garde les trains, la trajectoire. Et évidemment qu'à un moment, vous ne pouvez plus construire votre modèle sur la vision déchets. Et c'est vraiment un mal français. Et il s'est amplifié par le côté où on pense qu'on éclaire le monde. La France est le pays qui a le plus développé le système REP dans une 25 filières à peu près, dans les textiles, dans les pneus, dans les huiles, dans les déchets médicaux, etc., etc. Et dans le monde entier, tout le monde a dit « Waouh, la France, 25 filières, REP, c'est génial ce qu'il faut mettre en place. » Et donc nous, on est resté sur cette certitude. Or, aujourd'hui, il suffit de regarder par exemple ce que vient de voter le Mexique. Ils mettent en place un système REP, mais absolument pas fondé sur la gestion des déchets, mais qui re-questionne le fait générateur du déchet. Mais qu'est-ce que l'on met sur le marché ? Quels sont les produits qu'on met sur le marché avant même qu'on se pose la question de comment je récupère et comment je recycle. C'est absolument pas la pensée actuelle. D'ailleurs, il y a une mission parlementaire, il y a des rapports tous les 2 mois. Le système REP, pour moi, je reprends ma métaphore du canard, il continue à courir, il est mort. Il ne représente absolument pas le monde d'aujourd'hui. Il représente le monde d'il y a un tiers de siècle. Et c'est ça qui est aussi nécessaire, c'est d'être en capacité
de tout remettre en cause. Et on ne veut pas en France parce que quand on va dans les instances internationales, waouh, vous avez 25 filières REP, vous êtes les meilleurs au monde sur ça, sur ça. Non, on eût été, mais on ne l'est plus. Ok. Alors, puisqu'on est dans les allégories, il y a une autre allégorie que j'aime beaucoup quand vous parlez, c'est celle du lac et de la rivière. Vous utilisez cette métaphore, on va dire, pour décrire l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Pourquoi vous utilisez cette métaphore et racontez-la nous pour que les auditeurs et les auditrices la comprennent. Ah ouais, tout à fait. C'est celle de Walter Staël, passer d'une économie de flux à une économie de stock. Et la métaphore, on la transforme sur la vision de la rivière et du stock. Et ça revient un peu sur les REP. Ne nions pas ce qu'a pu apporter l'économie linéaire en 100 ans et nous permet d'être ici dans ce studio, d'être dans un monde de confort matériel, etc. C'est une rivière qui est venue petit à petit, un jour amener la moquette ici, puis après les différentes micros, la table, la chaise, etc., les matériels, tout ça, il nous a fallu. Donc c'était une rivière de flux. Mais aujourd'hui, comme on remplit un lac, vous faites un barrage, au début, il n'y a rien, il y a une flaque d'eau au fond. Et la rivière, elle vient faire monter les eaux de ce barrage. Et nous sommes arrivés à l'étiage du barrage, et c'est ce stock. Il faut arrêter la rivière, sinon ça va déborder, et passer à gérer ce lac. Et c'est une toute autre logique. Vous n'avez pas les mêmes modèles économiques quand vous êtes au bord d'une rivière. Vous trouvez à créer de la performance, vous mesurez la performance par le flux qui passe, le fameux PIB. Le PIB ne fait que mesurer un flux qui passe. Vous pouvez polluer... La rivière emmènera loin cette pollution, ça sera le temps de 15 jours de médias, et puis hop, le sujet passera à la suite. Quand vous êtes sur un lac, vous créez beaucoup plus de coopératifs. C'est tous ceux qui sont autour du lac ont la responsabilité de la prévenance, de faire attention à l'eau du lac et de chercher à créer plus de valeur. Je prends souvent comme diapositive l'étang de Thau à Sète, à Metz, où au début, c'était un lac de pêcheurs, c'est devenu un lac de conchiliculteurs, moules et huîtres, puis un lac de loisirs, puis maintenant c'est un lac pour récupérer de l'énergie et alimenter les autour, sans qu'on ait rajouté un litre d'eau. Je simule, évidemment. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Et c'est la rupture mentale. Et c'est ça, l'économie circulaire dont on parle avec Walter. C'est pas ajuster des déchets, voire repenser la conception des produits. C'est basculer sur la gestion de ce qui est déjà là. Est-ce que, j'anticipe un peu, mais est-ce que c'est pas une nouvelle voie européenne qu'il faudrait trouver justement et qu'on a du mal à trouver ? Cette fameuse, certains parlent de troisième voie. Est-ce que l'économie circulaire est la troisième voie européenne ? Et est-ce qu'on en est loin finalement ? Quand je vous entends, on a l'air d'être loin de tout ça. Nous y serons par force. Ça fait plus de 10 ans, 13 ans maintenant que je fais des interventions et pas besoin d'aller chercher bien loin. Quelle est la force de l'Europe ? La force de l'Europe, c'est son histoire ancienne, mais son histoire ancienne, c'est surtout qu'elle a eu plusieurs empires. Je ne vais pas tous les citer, la France, l'Allemagne, l'empire du Royaume-Uni, des Pays-Bas, du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, quasiment tous les pays, la Belgique, ont eu les Danois, tout le monde a eu son empire qui allait prendre des ressources dans les autres continents. Soit il n'y avait personne, soit on supprimait ceux qui étaient sur place et on leur volait et on ramenait ces ressources. Mais fondamentalement, c'est un quart du PIB mondial et qui dispose de peu de ressources, donc qui a vécu de rivières. On avait toutes ces rivières qui sont venues alimenter notre lac. Ces rivières, elles se tarissent petit à petit. On voit plein de rapports. La Chine, 92% du stock de cuivre mondial est en Chine. Les terres rares, on dépend du Congo, etc., des États-Unis, de la Russie. On dépend de tout le monde. Mais à l'époque, on était puissant et empire. On n'en dépendait pas. On allait prendre ça. Donc ces rivières sont en train de se tarir. On regarde et on a un lac extraordinaire puisque c'est un demi-millénaire, 500 ans d'empire nous ont amené un stock fantastique de produits manufacturés
soit réalisés ici, soit importés plus récemment, ou de matières premières qui sont là. Prenons juste un exemple. Le stock de cuivre du réseau téléphonique historique d'Orange, c'est 1 million de tonnes. 1 million de tonnes, c'est plus que tout le cuivre dispersé dans notre sol. Si tant est qu'on était capable de ratisser le moindre microgramme de cuivre sur l'hexagone français, c'est 700 000 tonnes. Donc on a en l'air du cuivre qui n'est pas issu de nos propres mines, qui est issu des mines d'autres continents, qui est là, supérieur à ce que nous avons dans notre sol. Ça représente 3 ans de besoin de cuivre et ça représente des années de besoin de cuivre stratégique, qui n'est pas tout à fait le même. Le cuivre générique et le cuivre vraiment stratégique pour l'armement, la mobilité et d'autres points importants. Si on continue à dire « je vais aller au Chili, nouer des accords avec tel pays, etc. » pour aller chercher du cuivre vierge dans des mines, on se met encore une fois en fragilité. Et c'est ce que disent tous les rapports. Et à aucun moment, il y a un rapport qui dit « Mais depuis 500 ans, et je pourrais même dire depuis les Romains, on a accumulé du cuivre dans tant et tant d'objets. Ces objets, est-ce que le cuivre qu'ils utilisent, il ne serait pas mieux à le réallouer ailleurs ?» D'ailleurs, c'est ce que fait Orange. Orange démantèle tout son réseau de cuivre. D'ici 2030, 1 million de tonnes de cuivre sera au sol et ne sera plus aérien chez Orange, et ça devient une masse, un stock stratégique majeur dont la France est propriétaire. Et ça, vous n'avez pas de stratégie là-dessus. Et c'est ça que l'on doit changer. On ne doit plus penser rivière, on ne doit plus penser flux, on doit penser stock, on doit changer notre regard sur, finalement, qu'est-ce qui fait notre richesse. C'est intéressant parce que sur Orange, il y avait, il y a quelques mois, Christopher Guérin, qui est l'ancien CEO de Nexans, qui était à votre place à ce micro. Il citait exactement ce même exemple, effectivement, du démantèlement du réseau d'Orange. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On le revend ou on le repartage? C'est-à-dire que cette richesse, si on la revendait, c'est une richesse française ou c'est Orange qui la réutilise dans une logique circulaire? Votre point de vue sur ça, c'est quoi? Mon point de vue en tant qu'ancien législateur et politique, c'est stratégique. Quand c'est stratégique, l'État doit mettre la main dessus. C'est régalien. Et régalien, l'État est le principal actionnaire d'Orange et il doit faire en sorte que Orange ne puisse pas vendre ce cuivre. Il y a une solution qui ouvre sur les travaux de Walter Staël, qui est quand même le père fondateur de la pensée de l'économie de fonctionnalité. C'est que Orange bascule dans la location de cuivre, 1 kilo, 10 tonnes, à un opérateur, un constructeur automobile qui a besoin de cuivre pour ses voitures, 80 kilos de cuivre par voiture. Eh bien, il loue la disponibilité du cuivre pour le temps de vie de la voiture. Et à la fin, le constructeur doit lui rendre ce cuivre qu'Orange régénère et qu'il réalloue ailleurs. Ce sont des modèles qui sont, mais qui sont déjà totalement pensés scientifiquement, qui sont déjà totalement pensés économiquement, que je défends depuis 2013. Simplement, on avance peut-être dans notre débat. Il est nécessaire, et c'est ça qui est très difficile, parce que merci de tendre le micro et de me laisser expliciter ça. Mais c'est un choc dans la tête. Ceux qui sont en face ne peuvent pas le concevoir parce que, je ne sais pas, on croit que tout est figé dans cette société, que l'on ne peut pas rentrer dans un autre espace, under the box. On ne sait pas imaginer une société totalement différente, totalement différente, sur lequel on ne vend plus le cuivre, on vend l'usage et on reste, la France, en régalien, comme vous avez dit, propriétaire de son cuivre, qui lui assure, si nous passons le cuivre d'Orange, 1 million de tonnes, en économie de fonctionnalité sous contrôle de l'État, la France, au moins sur cette matière, qui est la matière la plus stratégique. Vous pouvez me parler de toutes les autres, la plus stratégique de toutes les matières. La plus stratégique de toutes les matières, c'est le cuivre. Il n'y en a pas une au-dessus. Eh bien, la France, elle a, du temps qu'elle existe, son assurance vie, au moins sur ça. Et c'est là, à portée de main. Et sauf que vous dites ça à des politiques, vous dites ça à des journalistes, vous dites ça à différentes personnes, et disent « Ah ben non, c'est pas possible ».
Alors là, c'est ce que je ne comprends pas, c'est que j'apporte, on apporte, c'est pas moi, d'autres apportent une réponse de solidité, de souveraineté, de résilience et de perspective à très long terme et de performance économique au passage. Pourquoi vous voulez d'entrée dire que c'est pas possible? Comme disait Gramsci, la bataille est culturelle. Exactement, exactement. Revenons un peu sur... c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que quelque part, dans ce podcast, on décrypte les business modèles du futur, et vous venez exactement de décrire comment, d'un levier, en l'occurrence qui est le cuivre, pourrait devenir une verticale qui crée de la valeur autrement, etc. Mais je voudrais revenir sur un concept que vous explicitez très bien dans votre livre, qui est cette économie de la performance. Comme vous parlez aussi d'économie de la prévenance. C'est intéressant, vous en avez parlé un peu quand vous avez fait cette métaphore du lac et des rivières. C'est quoi pour vous l'économie de la performance? Comment vous la décrivez et comment vous la comparez à ce que d'autres appellent l'économie durable ou régénérative, qui sont des termes un peu galvaudés maintenant? Mais comment vous, dans votre jargon, vous définissez cette performance? Pourquoi l'économie circulaire est une économie de la performance? Alors, pardon Nathalie, c'est une économie de performance. On est très attaché à la sémantique et pas de la performance, mais qui crée une dynamique performante. Donc on dit bien économie de performance. Encore une fois, amenée à placer la performance sur des objectifs comme étant structurants. Je reviens sur un point très important. On reparlera de l'économie circulaire. Il n'y a pas de business model d'économie circulaire. Il y a des ajustements. Je vais réparer, je vais recycler, je vais reconditionner, tout ça. Ce n'est pas des business models de rupture. L'économie de fonctionnalité, et nous, on va un peu plus loin sur l'économie de performance, sont des vrais business models parce qu'ils réinterrogent toute la façon de créer des relations entre les acteurs. Et l'intérêt de l'économie de performance, c'est qu'on se repositionne finalement sur ce qui nous est important. Parfois, ce qui peut être important, c'est d'avoir la propriété si je reste sur les voitures, d'une belle voiture. Moi, la performance de la Ferrari, c'est l'image qu'elle dégage, c'est peut-être la valeur qu'elle gagne au fur et à mesure du temps, je suis heureux de la voir, etc., etc. Mais la performance de l'automobile X, c'est de m'amener d'un point A à un point B. Donc déjà, on voit que la notion de performance sur un même objet et par rapport à des personnes, certains diront la Ferrari, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'aller d'un point A à un point B, qu'elle soit une Ferrari ou une Twingo, c'est pas mon sujet. Et d'autres auront un regard différent. Donc revenons sur la performance. Elle recrée un lien total entre celui qui va chercher cette performance, l'usager, et celui qui va l'offrir. Et on cherchera à travers le temps à répondre à cette performance en revoyant complètement, on le montre dans le livre, la notion de qualité, la notion finalement aussi de responsabilité, c'est-à-dire qu'on ne vend plus l'objet, on vend un service et ce service nous oblige à prendre la responsabilité de l'objet tout au long de sa vie, de sa fin de vie. Et finalement, on se dit, si j'ai cette responsabilité, eh bien, je vais faire que l'objet soit moins contraignant pour moi, le propriétaire, qu'il soit plus facile en usage pour celui qui me paye, et je vais trouver toutes les voies possibles à dégager le plus d'argent possible de business avec cet objet. C'est ce qu'on commence à voir. En France, on appelle ça l'économie de fonctionnalité. On va, avec le sénateur Grégory Blanc, présenter une étude la semaine prochaine, donc début mars, sur l'économie de fonctionnalité, avec des exemples d'entreprises qui explicitent comment elles vont chercher cette performance dans leur modèle, tout en créant de la satisfaction, voire encore plus de satisfaction pour leurs clients. Ok. Alors ça, c'est intéressant parce que vous venez de dire un truc hyper intéressant. Vous venez de dire qu'il n'y a pas de business model de la circularité. En revanche, dans votre livre, vous expliquez très bien qu'il y a une sorte de hiérarchie que vous expliquez de R0, vous m'arrêtez si je me trompe, à R9. Donc, les R, grosso modo, c'est refuser, repenser, réduire, réutiliser, réparer, reconditionner, remanufacturer, redéfinir, recycler, qui n'arrive que vers la fin, récupérer l'énergie.
Pourquoi je vous pose la question ? Parce que quand on lit le livre et quand on discute avec le commun des mortels, souvent pour les gens, l'économie circulaire, c'est principalement centré sur recycler. Vous dites que recycler, c'est le dernier recours. Pourquoi ? Ce sont des travaux de scientifiques qui ont été rassemblés par Kircher, un jeune brillant scientifique allemand. Donc on appelle ça la hiérarchie de Kircher, qui est reprise dans la norme ISO 59004, une norme internationale qui a été co-rédigée par la France et le Brésil, et surtout par la France. Donc le vocabulaire, je vais revenir à votre question, mais le vocabulaire normé au niveau international de l'économie circulaire a été rédigé par la France. La hiérarchie vient prendre ce que les scientifiques ont porté, et je vais en parler, les fameux R0 et R9, les 10 niveaux. Mais déjà, comment se fait-il que ce soit la France qui a écrit le vocabulaire, qui a défini la hiérarchie de la norme internationale, et qu'on le retrouve quasiment jamais. Alors, évidemment, il y a beaucoup de conseils en économie circulaire qui le connaissent. Des femmes, des hommes dans des cabinets connaissent ça. Mais dès que vous sortez de ce petit pôle d'experts et du pôle d'experts de scientifiques, voilà. Ça n'intéresse pas. Encore une fois, je vais être très dur. Je connais bien les journalistes. C'est une fainéantise mentale. C'est terrible. Oui, circulaire, recyclé, ça veut dire la même chose. Non, en plus, c'est nous qui devrions être fiers, quoi. Je veux dire. Y a et donc, tout s'enchaîne derrière. Et donc, je suis extrêmement critique. Il se que je n'ai pas le temps, mais si certains veulent me rejoindre et le faire, ou que je les aide à le faire, d'aller voir les journalistes et de leur expliquer que c'est la France, qu'il y a une hiérarchie, etc. Et que recycler, ça veut dire recycler, que c'est 9e sur 10, et qu'il y a 1000 autres choses, non, il y en a 8 autres avant. Je suis partant, j'ai fait un appel au micro. Maintenant, la hiérarchie. La hiérarchie, elle se constitue de 10 niveaux, mais qui sont en 3 blocs. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a le bloc autour de l'usage, je vais y revenir, le bloc autour de l'objet et le bloc autour de la matière première. Le bloc autour de l'usage re-questionne notre rapport à l'objet. Une voiture qui est immobilisée 80% du temps et qui circule avec une seule personne à bord, avant même de penser à la réparer, avant même de penser à allonger sa durée de vie, pensons à la faire rouler plus et pensons à mettre plus de personnes à bord. Donc ça, c'est ou à ne pas l'utiliser. Donc si je prends le R0, le refuser, je ne prends pas la voiture et j'y vais à pied. Le R1, j'y vais en transport en commun. Le R2, j'y vais en covoiturage. On est sur l'usage. Le deuxième bloc, c'est, mon objet, j'en ai plus besoin, je le réemploie, donc je vends ma voiture d'occasion. Mon objet, il fait du bruit, la roue est de travers, je le répare. C'est un peu plus grave, je fais un reconditionnement total, ce que fait l'usine de Renault-Flin, on en reparlera. Et c'est éventuellement, si la voiture elle est vraiment au bout du rouleau, il reste encore les composants, le moteur, le rétroviseur, etc., que je récupère et que je vais remettre sur une autre. Donc ça, c'est le deuxième bloc. Vous regarderez sur Internet, vous trouverez tout ceci. Et le troisième bloc, quand on est au bout de même le moteur, il est mort, même le rétroviseur, il est mort, etc., je vais aller récupérer la matière que je vais réinjecter. Et on voit bien que le recyclage arrive donc au bout du bout. Et donc, dès que quelqu'un me dit économie circulaire, recyclage, j'arrête la conversation parce que je n'ai pas le temps à lui demander de comprendre que c'est bien plus que cela et que c'est une transformation profonde, qu'il faut passer de rivière à lac. Il y a 2 exemples que vous citez, vous en avez déjà commencé à en parler un peu dans votre livre, dans l'automobile. Le premier, c'est l'usine de Flins, vous venez d'en parler chez Renault. La même usine qui est passée en fait de cette économie linéaire que vous avez très bien décrit au circulaire, effectivement, avec une supply chain approvisionnée à moins de 200 km au lieu de 15 000 km avant. Et puis, il y a un deuxième exemple que vous citez dans votre livre qui est Blackstar, dernier fabricant français de pneus reconditionnés, 6,7 millions d'euros de pertes en 2024, puis 8,5 millions en 2025, victime du dumping chinois et d'une loi de 2020, en l'occurrence inappliquée. Question,
je vois que vous allez commenter. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces 2 cas, les expliquer pour les gens qui n'ont pas encore lu votre livre et nous donner votre vision sur ce que nous disent ces 2 exemples sur les conditions réelles, parce que c'est bien de ça qu'on se parle, du passage à l'échelle de l'économie de la circularité. J'en profite pour donner un chiffre, merci Nathalie. 40 millions de voitures, 40 millions de permis de conduire. Donc si tout le monde disait, tiens, en même temps, on a à conduire, comme les chaises, chacun trouverait sa voiture. Donc déjà, notre lac est plein. Un autre chiffre, parce qu'il faut aussi qu'on comprenne qu'on est que l'économie est en train de naturellement, mécaniquement, je préfère ce terme, mécaniquement en train de changer. On a 25% de perte de marché de voitures neuves entre 2019 et 2025. C'est-à-dire qu'on vend 25% de moins de voitures neuves, 1,6 million en 2025 contre 2,2 en 2019. Et pourtant, le parc automobile a grossi quasiment de 2 millions. Donc ça veut dire que notre lac reçoit moins, la rivière se tarit, la rivière de voitures neuves, l'eau arrive moins, et pourtant le lac continue à monter. Ce qui veut dire qu'on y prête plus attention. Si je faisais ma métaphore, il y a moins de fuite, il y a moins d'évaporation, et on prête plus attention. Les voitures, c'est ce qui est en train de se passer. L'allongement de durée de vie des voitures est remarquable, etc. On le trouve dans tous les produits manufacturés. L'électroménager, les bicyclettes, le logement, toute notre économie. Donc ceux qui s'intéressent à l'économie manufacturée, je leur dirais, elle est en train de disparaître, l'économie neuve. Et alors encore plus quand on vous dit on va construire un produit neuf, éco-conçu, etc. et que le monde sera mieux demain. Bah oui, sauf que les voitures que vous construisez aujourd'hui, il va falloir presque un siècle pour remplacer celles qui sont déjà en stock. Donc vous me parlez de répondre à un problème d'aujourd'hui à 50 ou 70 ans. Un dernier chiffre sur les voitures qui est très intéressant, c'est 8 voitures sur 10 vendues en 2025 rouleront en 2040. Et même moi, je pense que ce sera 9 sur 10. 2 à 3 voitures vendues en 2025 roulera encore en 2050. Donc quand vous voulez avoir une stratégie sur les enjeux écologiques, environnementaux, et que vous me parlez de 2040 et 2050 et que vous me dites je vais faire des voitures neuves qui vont être électriques, qui vont être éco-conçues, etc., réparables, j'en sais rien. Je dis ouais, d'accord, mais sauf que moi, si je venais, on partait tous les deux en 2040, on trouverait déjà toutes celles qui existent, et là, vous n'avez pas de réponse. Donc, c'est là que Flin arrive et que Renault a une avance colossale, tel point que des constructeurs d'outre-Rhin viennent voir ce qu'a fait Renault parce qu'ils vivent la même chose, l'effondrement de la vente des voitures neuves en Allemagne. Elle existe tout autant qu'en France, mais sauf qu'eux, ils n'ont pas de Renault qui, depuis 10 ans, a petit à petit transformé son usine de Flins où on produit énormément de voitures avec 0 voiture neuve. Donc, soit des voitures accidentées, soit des voitures des parcs d'occasion et qui arrivent et qui sont traitées en fonction de l'état de la voiture par voiture. Ah, celle-ci, on a les moyens de la réparer. Pourquoi ? Parce que on a un stock de pièces détachées qui abaisse le coût de réparation de la voiture, donc elle est économiquement réparable, alors que si on était allé dans un garage classique, elle ne l'était pas parce qu'on aurait mis des pièces neuves. Donc déjà, ils refont vivre des voitures qu'on avait considérées mortes. C'est un peu les Jésus de Lazare, ils font revivre des voitures que certains pensaient mortes. Sur les voitures d'occasion qu'ils reçoivent, en 2 jours, elles ressortent quasiment neuves, elles sont revendues. La business unit du groupe Renault, qui génère le plus de marge de tout le groupe Renault, elle est dans cette usine. C'est l'une de celles-là. C'est The Future is Neutral, non ? C'est l'entité de Renault. The Future is Neutral, c'est la filiale. Ouais. Mais dans la filiale, il y a plusieurs business units. Celle qui génère le plus de marge pour le groupe, elle est dans le circulaire. Elle n'est pas dans le neuf. Alors, comment on scale ça ? C'est-à-dire, comment on passe à l'échelle, justement ? Comment ? Parce que quand on commence à... alors, on viendra aussi sur les limites pour les entreprises, parce que j'alerte les entreprises. Il y a parfois les freins du cadre législatif, réglementaire, fiscal, etc., qui ne donnent pas les marges parce qu'il est complètement pensé pour le linéaire. Mais déjà, se reposer la question
de ce que l'on peut mettre en œuvre. Blackstar est en difficulté, à tel point que son patron demande à récupérer des carcasses de pneus qu'il va rechapper en remettant de la bande de roulement, recreuser, etc. Il demande à les récupérer neuves. Ouais. Donc, ce qui est dans un absolu complètement utopique, parce qu'il y a bien quelqu'un qui les collecte, quelqu'un qui les transporte, quelqu'un qui les décharge, et ce quelqu'un, on va le payer. Si on ne le paye pas, c'est de l'argent public. Et si vous avez de l'argent public, c'est que votre business model n'est pas soutenable. Donc, et pourquoi ça ne marche pas pour Blackstar, et ça commence à montrer les limites, c'est parce qu'on peut importer des pneus chinois qui ont 14 000 km de durée de vie, quand les pneus Michelin ont 60 000. Et que les pneus Michelin, en plus, sont rechapables, alors que les pneus chinois ne le sont pas. Donc, tant que sur le marché, le monsieur Martin, madame Dupont, arrive à son garage et qu'on lui dit tiens, il y a un pneu chinois neuf, moins cher qu'un pneu rechapé de Blackstar, elle achètera le pneu chinois. Ce sont des déchets. Ah, mais c'est pas grave, on a une REP. Madame, vous comprenez, on revient sur notre problème de REP, c'est-à-dire que nous, on croit que c'est pas grave d'avoir des pneus qui durent pas longtemps, puisqu'on les récupérera et qu'on les recyclera. En l'occurrence, on les brûlera pour récupérer l'énergie. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, il y a des opportunités, on en parlera peut-être un peu plus après, pour les acteurs, mais elles sont au cas par cas. Et pour moi, Blackstar n'est pas viable tant que Blackstar n'obtiendra pas, non pas des subsides de l'État, alors il peut les obtenir le temps que les choses changent, mais quand on aura des parlementaires, et j'avais fait cette proposition, qui limiteront l'importation et la mise sur le marché de pneumatiques à bas prix et à très mauvaise performance, 14 000 km pour 60 000, vous voyez bien la différence, eh bien Blackstar ne trouvera pas son marché. Si demain, on oblige par exemple à tenir au moins 20 000 km pour les pneus, vous en sortez les pas chers. Si on oblige à seuls des pneus rechapables sont autorisés sur le marché français, d'un seul coup, Blackstar, tous les pneus en fin de vie deviennent des opportunités. Et vous voyez bien que cette relation, elle est possible dans un groupe comme Renault qui maîtrise tout l'écosystème. Elle est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que j'attire l'attention à ceux qui veulent se lancer dans une économie circulaire en croyant que ce que fait Renault, je peux le faire sur mes propres objets. Attention, quels sont les murs auxquels vous allez vous heurter, qui sont fiscaux, législatifs, la comptabilité, le marketing, etc. Et vous pouvez l'avoir dans la tête, mais en face, vous pouvez ne pas trouver ce marché, et Blackstar en est la démonstration. Ouais, c'est intéressant parce que dans ce que vous dites, il y a aussi, vous l'avez très bien dit, il y a peut-être la solution d'un manque de protectionnisme aussi de nos entreprises, et donc d'aller chercher une certaine souveraineté en fait de nos entreprises. Parce que si, pour reprendre votre exemple sur le dumping chinois, si Madame un tel ou un tel va choisir le pneu qui est moins cher et qui vient de Chine, c'est aussi parce qu'ils arrivent sur le marché et qu'on les met à parts égales avec... Un de mes amendements a été de créer des quotas de pneus neufs. Donc, si vous créez un quota d'autorisation de pneus neufs sur le marché, que l'État définit, les quotas, on sait les faire sur le lait. Moi, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Donc, sur quelque chose de très positif, le lait, le monde entier a besoin de lait pour ne serait-ce que nourrir les enfants et un peu plus loin pour se nourrir. Eh bien, nous avons créé des quotas sur la production laitière. Nous avons créé des quotas sur la production agricole. Ce qui est, je pense, s'il y avait des extraterrestres ou des gens qui venaient du passé, ils nous diraient, vous êtes fous, vous limitez votre propre production agricole et vous acceptez, à contrario, d'être submergé par des shines, d'être submergé par des textiles. On a une croissance du textile qui est colossale. On a en 20 ans, on va mettre 2 milliards de plus. En 25 ans, 2 milliards de plus de textiles sur le marché français, en ayant 3 ou 5 millions d'habitants de plus. 2 milliards, 2000 millions de textiles en plus. Or, je n'ai pas l'impression qu'il y a 15 ans, nous étions nus, que nous ne trouvions pas à nous habiller. Et c'est du textile de très mauvaise qualité, extrêmement dangereux pour la biodiversité, etc. Donc, j'avais proposé, et ça viendra un jour, dans 1 an ou dans 5 ans, qu'il y ait des quotas de produits neufs dans les textiles, dans les pneus, et mécaniquement, seuls ceux qui ont une durée de vie plus longue, seuls ceux qui ont plus de performance, et peut-être basculeront dans l'économie de la fonctionnalité et de la performance par la suite, resteront,
Et tous ces produits nocifs pour l'environnement, nocifs pour notre pouvoir d'achat, nocifs pour nos budgets, parce que les déchets, il faut les récupérer, ne seront plus sur le marché. Et on voit bien que quand on vous dit il n'y a qu'à Faucon, les entreprises n'ont qu'à changer leur offre, le consommateur n'a qu'à changer son comportement. Non, les règles du jeu, elles doivent être changées par ceux qui écrivent les règles du jeu. Et ceux qui écrivent les règles du jeu, ce sont les parlementaires, c'est le législateur avec l'aide du gouvernement. Ouais, intéressant, parce que depuis le début de cette interview, on sent qu'il y a donc des freins culturels, des freins parlementaires, ou en tout cas du législateur. Je vais m'intéresser aux freins, justement, qui font en fait qu'une entreprise peut avoir des difficultés à se lancer ou pas dans ce type d'économie-là. Dans votre livre, encore, on y revient, vous identifiez un frein très concret à l'économie de performance, c'est le sujet CAPEX versus OPEX. Et vous le dites clairement, vous dites, les modèles fondés sur l'usage, entendus comme louer, garantir, servitiser, si on peut le dire, sont comptablement désavantageux parce que, justement, nos systèmes, ils valorisent quoi ? Ils valorisent des investissements lourds plutôt que des dépenses récurrentes. Du coup, ça m'amène à une question que j'ai envie de vous poser. Une entreprise qui veut basculer et pénaliser finalement par son propre, si vous me permettez un peu d'ironie, par son propre bilan comptable ? Tout à fait. Un rapport pour le compte de l'association Record, réalisé par Annabelle Berger, publié en janvier, est extrêmement intéressant. Elle a exploré comment ouvrir de nouveaux comptes dans les comptabilités qui peuvent commencer à valoriser les travaux circulaires. Donc, tous ceux qui veulent se lancer, j'invite à télécharger ce rapport. Vous tapez Association Record et vous rajoutez Annabelle Berger. Et vous verrez déjà des travaux fort intéressants. D'autres sont en cours. Demain, je suis à Bercy, justement, pour discuter avec les pouvoirs publics. On va illustrer de façon plus large. Savez-vous, l'indicateur est l'élément clé dans nos sociétés modernes. Or, aujourd'hui, l'indicateur des indicateurs, c'est le PIB. Mais qu'est-ce que compte le PIB ? Il compte les flux. Il compte que ça. Et donc, quand vous êtes dans du circulaire, quand vous êtes dans la prévenance, quand vous faites en sorte que votre objet, il dure le plus longtemps possible et il rende un service, etc., à votre client, que vous pensez le récupérer dans 20 ans, il n'y a pas de mouvement. Ouais. Pas de mouvement, pas de PIB. Pas de PIB, sanction. Vous ne servez pas l'intérêt du territoire, vous ne servez pas l'intérêt de la nation, et votre comptabilité, qui est structurée autour de ça, elle ne l'intègre pas. Et c'est notamment OPEX, CAPEX, qui est dans un autre périmètre, mais on pourrait le dérouler, mais je préfère qu'on aille voir le livre. Moi, je reviens sur un seul exemple. Vous avez une fête dans un village, de famille ou autre, vous avez 50 personnes, 50 chaises, 10 tables. Et à la fin, chacun bénévolement va ranger les chaises et nettoyer la salle. En PIB, 0. En Circularity Gap Report, qui est l'indicateur complètement faussé sur lequel s'appuient certains pour parler de circularité alors qu'il ne veut rien dire, 0. Vous n'avez pas abîmé une chaise, vous n'avez pas fait appel à une société de service, vous avez fait que du bénévolat, vous avez en plus créé un moment, parce qu'ensemble, tiens, tu m'aides, attends, c'est un peu trop lourd pour toi, je vais t'aider, portons à deux. Vous ne connaissez pas Polo, et vous discutez avec Polo, mais tu habites à côté de chez moi, hop. Il y a ce moment-là. Tout ça, c'est 0 PIB, 0 Circularity Gap Report. Une société de collecte, de tri est appelée. Il y a un salarié qui vient, il fait venir un camion, une benne, ils sont 3 à charger. Il charge toutes les chaises, toutes les tables, il les envoie dans un centre de tri, il sépare le métal du plastique et du bois, et ils font du recyclage, donc de l'économie circulaire, super. Et là, vous avez du PIB, beaucoup de PIB, et en plus, vous avez le Circularity Gap Report qui dit « Ah oui, ils ont recyclé, et donc ils ont fait l'économie circulaire ». Nos indicateurs actuellement sont des catastrophes pour pouvoir transformer. Alors, est-ce que c'est à l'échelle d'une entreprise ? Évidemment non. Est-ce que l'entreprise peut avancer ? Une fois qu'elle a compris ça, et je pense que là, elle l'aura saisi,
elle trouvera ses marges de manœuvre, mais elle comprendra aussi les limites dans lesquelles elle peut s'engager. Moi, je ne veux pas qu'une entreprise, elle mute complètement son modèle et qu'elle se casse la gueule parce que justement, tout le système n'est pas fondé à reconnaître des performances circulaires. Et j'en finirai sur un point, si certains veulent aller encore plus loin. Il y a des travaux au Sénat, notamment un rapport de novembre, sur les nouvelles valeurs économiques à l'horizon 2050, donc c'est plus proche que l'an 2000, 2050, qui disent que nous ne pouvons plus vivre avec un PIB, qu'il faut le réajuster, notamment en tenant compte de ces changements de ce qu'est la valeur. Parce que c'est une valeur formidable, finalement, qu'en bénévole, à la fin, on range tous nos tables et nos chaises et que l'on ait un dialogue. Et comment on la mesure, comment on en crée de la valeur reconnue, etc. Je ne sais pas dire comment on le fait. C'était ça ma question, c'est quoi l'indicateur du coup, ce serait quoi ? Oui, je ne sais pas. Simplement, je connais l'impasse. Ce n'est pas parce que vous connaissez l'impasse que vous connaissez le chemin de sortie. Mais vous savez que vous ne devez pas rester dans cette impasse et que vous devez trouver un autre chemin. Comme quand dans un labyrinthe, vous êtes arrivé au bout, vous dites ce n'est pas par là que ça va passer, vous reculez et vous demandez par où vous allez. Et c'est là où les chercheurs sont extrêmement importants. C'est pour ça que je prône aussi parce qu'on a un grand programme, on a actuellement un grand programme d'État de 40 millions d'euros pour améliorer les performances de recyclage. Encore une fois, technosolutionnisme. L'État met beaucoup d'argent auprès des chercheurs. Les chercheurs, il y a des centaines de chercheurs qui sont intégrés dans ce programme, qui avancent, qui trouvent des solutions pour mieux recycler telle et telle matière. Et discutant avec eux, ils disent, on est au bout de la réponse à la dimension de l'enjeu. Donc, il nous faut maintenant remonter cette fameuse hiérarchie et nous travaillons à promouvoir un nouveau programme de recherche doté de moyens. Ça ne peut pas sembler énorme, mais quand vous mobilisez des dizaines de laboratoires très différents, 40 millions, ce n'est pas si énorme que cela, sur plusieurs années, évidemment, pour aujourd'hui aller sur une dimension qui soit vraiment transformante et qui ne questionne pas que le recyclage, mais remonte jusqu'à la dimension allongement de durée de vie et même sur l'usage et qui re-questionne même ce qui fait indicateur dans notre société. Oui, en fait, l'indicateur est clé, mais c'est la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire c'est ce par quoi on mesure une vision de société. Quand je vous entends, cette vision de société, elle n'est pas encore tellement bien calée, d'après ce que vous me racontez, quoi. Tout le monde a envie d'y aller, mais personne s'est posé la question. Là, j'étais grand témoin de la feuille de route économie circulaire, et je l'ai dit en tant que politique, je vais le dire maintenant que je ne le suis plus, qui s'est traduite par la fameuse loi dite AGEC. Et j'ai été très critique sur la loi AGEC, parce que dans la feuille de route économie circulaire, le deuxième paragraphe, pas chapitre, deuxième paragraphe, dit qu'il nous faut se donner des indicateurs sur notre hyperconsommation de matière et baisser notre hyperconsommation de matière. Dans la loi, il a toujours été refusé de parler d'indicateurs globaux. Il faut plus de réemploi. Mais plus de réemploi alors que vous continuez à mettre plus de produits sur le marché, c'est un peu une fuite en avant sans fin. Plus de réemploi, plus de recyclage alors que vous mettez toujours plus de produits sur le marché, etc. À aucun moment, on re-questionne sur les limites de la planète. Je vais venir sur une notion, l'empreinte matière. L'humanité consomme 100 milliards de tonnes par an de matières premières, fossiles ou biomasse, en cycle court et cycle long. La planète, selon les scientifiques, peut régénérer 50 milliards en cycle court, cycle long de ces matières. Donc déjà, on surconsomme par rapport au cycle naturel de la planète. Alors, on a un stock colossal, bien sûr. Mais c'est comme votre compte en banque, vous pouvez dépenser 2 fois plus que ce que vous rentrez. Si vous avez un matelas, une trésorerie, ça ira. Mais à un moment donné, la trésorerie, elle n'est plus là. Et c'est ce qui est en train d'advenir sur certaines matières. Il y avait un stock colossal, mais la trésorerie, elle n'est plus là. Et à force de surconsommer par rapport au cycle naturel, on va arriver au bout de la disponibilité. La France, c'est 4 fois plus de consommation par rapport à ce qui nous est alloué. C'est ce qu'on appelle l'empreinte matière. On consomme 20 tonnes par an et par Français de matière vierge, quand on devrait être qu'à 5 tonnes. Et là, on arrive aux limites. Aucun modèle ne permet actuellement de s'approcher de ces 5 tonnes. L'ADEME a produit un rapport fondateur l'année dernière qui dit nous avons un problème. Tous nos scénarios prospectifs ont besoin d'énormément de matières premières qui est en train de se tarir.
Donc, il nous faut trouver des nouveaux scénarios et l'ADEME propose que l'on passe par une première étape, diviser de 20 tonnes à 10 tonnes notre consommation de matières premières vierges par Français. Alors, on ne sait pas comment le faire, hein, mais ils disent qu'il faut quand même qu'on se mette à l'abri du déficit. Et ça, c'est un indicateur. Ça, comme l'empreinte carbone est un indicateur, nous devons, par rapport aux accords de Paris, arriver à la neutralité carbone à 2050. Nous devrions, par rapport aux limites physiques de la planète, réduire de moitié notre besoin de matière vierge d'ici 2050 et encore diminuer de moitié par la suite pour retrouver un équilibre par rapport à ce que, finalement, notre planète peut donner, parce qu'il n'y en a pas deux. Ouais, l'empreinte matière. Je reviens un peu en arrière volontairement. Quand on a préparé cette interview, vous m'avez parlé d'un sujet passionnant qui était les jumeaux numériques. On n'en a pas parlé, je voudrais vous entendre là-dessus. Pourquoi c'est un sujet qui vous tient à cœur? Dans quel cadre ça s'inscrit et pourquoi ça pourrait être une solution? D'être très direct, et vous remarquerez peu de précautions, c'est la solution, c'est le change gamer. Aujourd'hui, une entreprise qui veut passer au circulaire, je l'invite à apprendre ou à renforcer sa compréhension de ce que sont les jumeaux numériques. Il y a différents types de jumeaux numériques, différents levels, différents niveaux et différents usages. C'est mon approche supply chain, la capacité à penser que nous devons complètement réorchestrer les systèmes. Hein. La supply chain linéaire, c'est une supply chain à une inconnue qui est je produis, mais mon inconnu, est-ce que mon produit va être acheté? J'ai pensé ma voiture, j'ai tout organisé, je sais mettre à telle date les voitures en concession, mon marketing, ma campagne de publicité, mais est-ce que j'ai quelqu'un qui va acheter ma voiture au bout? Donc ça, on arrive à peu près à maîtriser au fur et à mesure du temps avec différents outils, avec des outils notamment de pilotage, de supply chain. La supply chain circulaire qui, par essence, doit encore trouver un client, que ce soit en usage ou que ce soit en vente de produits remanufacturés, réparés, de seconde main, doit non plus aller piocher dans les mines et dans une foultitude de fournisseurs de rang 1, 2, 3, 4 qui permettent de construire le produit manufacturé, mais doivent trouver un produit déjà existant, l'ordonner et le distribuer au client. Un smartphone, un exemple très vite, vous avez une service public qui dit « Ah ben moi, je vais acheter 1000 iPhone 13 de telle capacité d'occasion ». Le commercial qui revient dans sa boîte, il dit « Waouh, j'ai eu 1000 iPhones achetés par telle collectivité ». Son manager, il dit « Mais je les trouve où? Il me faut trouver 1000 iPhones, tous du même type. » Et je dois les livrer, etc. Donc, on passe à deux inconnus. L'inconnu de est-ce que j'arrive à vendre et l'inconnu, est-ce que j'arrive à m'approvisionner. Et je dirais presque qu'il est plus facile de vendre 10 000 iPhones neufs que vendre 1000 iPhones de seconde main. Et donc, la supply chain circulaire, c'est une autre dimension, pas une inconnue à deux inconnus. Et si vous vous en souvenez pas, replongez-vous dans vos cours du collège et du lycée pour voir que les équations une inconnue, deux inconnus, ce ne sont pas du tout les mêmes structures d'équations. Et là, arrive le jumeau numérique, c'est qu'il devient ce squelette sur lequel on peut mettre des informations extrêmement complexes, des données, sur lesquelles on peut faire des simulations, des scénarios, sur lesquels on peut piloter aussi la réalisation de l'objectif. Donc ça, c'est le jumeau numérique supply chain dédié à la circularité. On pourrait expliciter ça si vous m'aurez invité dans quelques mois où j'aurai encore plus de démonstrations. Et vous en avez un deuxième jumeau numérique qui, lui, est aussi extrêmement intéressant, qui a une autre approche. Ça s'appelle toujours jumeau numérique parce que ça permet de mettre dans le virtuel le réel et de récupérer les données du réel, de les mettre dans le virtuel et que le virtuel fasse des simulations, anticipe, etc. C'est le jumeau numérique territorial. À la dimension d'un territoire, qui peut être un quartier ou qui peut être la France, et on est en train de réfléchir au niveau français, avec des chercheurs, avec les soutiens des pouvoirs publics, un jumeau numérique territorial, lui, scanne le lac. C'est un peu... Il y en a un, il continue à être une sorte de flux, puisqu'il va alimenter
C'était le précédent, supply chain. Mais le jumeau numérique territorial, lui, il scanne le lac, comme s'il pouvait regarder le lac en 3D et finalement se rendre compte qu'il y a vraiment un monstre dans le lac, dans le Loch Ness, et capable de savoir le moindre poisson, le moindre objet, le moindre produit, et de savoir comment il bouge, où est-ce qu'il est, et en fonction de ce que vous paramétrez, de se dire, tiens, j'ai dans mon lac une réponse. Donc, revenons sur la France, c'est finalement, avant même d'acheter, avant même de s'approvisionner, avant même de s'inquiéter, finalement, qu'est-ce que nous avons déjà disponible, je dirais, dans la moindre cour de ferme du Gers. Et c'est ça, le jumeau numérique territorial, c'est qui vous permet, un, de savoir quel est votre stock, et deux, de donner des clés de réallocation de ce qui est déjà disponible, soit directement, soit de le remanufacturer, de récupérer du cuivre et de le fondre et de le retravailler pour faire un objet plus intéressant. Et c'est ça, le Change Gamer, qui est là, disponible. Et avec l'IA et avec le quantique dans 3-4 ans, on sera dans un autre monde. Aujourd'hui, la France n'est pas en retard dans les laboratoires. Elle est totalement en retard dans le champ politique, dans le champ médiatique, je vous en parle même pas. Je n'ai même pas le temps de parler du jumeau numérique. Ils me diront que c'est trop compliqué et qu'ils me donneront même pas une seconde d'antenne. Merci. Venez sur Capital Social. Merci Capital Social. Et c'est une chance pour finalement, parce que moi j'ai 60 ans cette année et je ne peux pas me résoudre pour mes enfants, et j'ai même la chance d'être grand-père, de me dire qu'il n'existe pas d'avenir pour eux. Il en existe un. Il est en plus en France, on n'est pas du tout en retard. Si on sort de la logique crêpe et si on rentre qui est une logique flux, et si on rentre dans une logique, on dira, de jumeau numérique, qui est une logique lac, en France, nous sommes, à part les Chinois, je pense, nous sommes les leaders au monde sur les jumeaux numériques hors chinois. Les Chinois, eux, ils sont déjà bien avant. Donc, et c'est vraiment un outil Change Gamer. Ça, c'est hyper intéressant. Je reviens sur ce jumeau numérique territorial. Si je résume de façon très grossière, et vous m'arrêtez si je me trompe, ça screen tous les approvisionnements dont vous disposez sur le territoire pour savoir ce sur quoi vous devez les allouer en fonction de votre offre et votre demande. C'est un peu ça que... Oui, c'est un peu ça. Et qui vous fait des simulations. Alors, après le jumeau numérique territorial, on revient au champ du cadre socio-économique, du rôle du législateur. Donc, vous avez différentes strates de législateurs. L'Europe, vous avez le législateur national, régional et communal. Chacun a des leviers pour agir. Si vous faites un jumeau numérique à l'échelle d'une commune, le maire a des possibilités d'interdit, d'arrêter, de favoriser aussi, d'achat public. Il a peu de marge de fiscalité, pour ne pas dire aucune. Si je viens au niveau national, pour tout de suite montrer autre chose, on peut simuler aussi. Donc, il peut simuler et dire, tiens, j'ai screené, j'ai ça. Et si je crée un interdit, si je crée au contraire une offre, comment tout va se repositionner? C'est ce que vous dit le jumeau numérique. Donc vous appuyez sur un bouton et il vous dit, non, là, tu croyais, moi le premier, je m'idéalise, et puis le jumeau numérique me dira, non, là, tu vas te planter. Territorial, sur le territorial. Sur le jumeau numérique territorial national, on peut dire, tiens, je monte la TVA, je baisse la TVA. On parle beaucoup de la TVA circulaire sur la réparation à 5,5. Ça ne changera rien à la circularité, ça sauvera, et ça je le soutiens, mais c'est ce qu'il faut dire, il ne faut pas mentir aux gens. Ça sauvera le cordonnier du coin, ça sauvera le petit réparateur d'électroménager du coin qui va retrouver de la marge, exactement ce qui s'est passé sur la restauration, mais ça ne changera rien sur la circularité. Donc vous mettez, je mets une TVA à 5,5, qu'est-ce qui se passe? Rien. Je mets une TVA à 33% sur les pneus qui font moins de 20 000 km. Qu'est-ce qui se passe? Poum, tout bouge. Peut-être que je me trompe, mais au moins le jumeau numérique sera en capacité de me dire ça et d'aider à la décision. Eh bien ça, en 2030, ça sera un outil... Il y a des territoires qui le mettent déjà en place? Il y a des territoires qui le mettent en place. Nous avons des travaux actuellement avec des scientifiques à Paris-Saclay sur lesquels on pousse le plus possible. Pour votre réponse, il y a des territoires, et la chance de la France, c'est de détenir ces territoires qui sont opportuns pour cela, ce sont nos outre-mer. Vous avez une insularité, donc vous maîtrisez beaucoup mieux l'entrée-sortie. Vous avez des marges de manœuvre
fiscales, réglementaires différentes du commun continental. L'octroi de mer, des interdits pour la protection de l'environnement, etc. Vous avez des subventions aussi. Fléchez votre subvention. Le jumeau numérique, vous dites je flèche là-dessus. Il vous dit calme plat, ça n'a rien changé. Et je flèche là, ah oui, ça change ce que je veux et ça vous aide à louer. Donc, il nous faut, sur une île, et j'en citerai pas une particulièrement parce qu'il n'y en a aucune qui a encore pris le leadership là-dessus, mais nous avons la chance de pouvoir tester à l'échelle d'un territoire et de façon assez maîtrisée sur ces îles que nous avons en Outre-mer, ces jumeaux numériques. Et je peux vous dire que ça changera tout. Mais tout ceci est théorisé depuis des années. L'outil n'était pas encore pleinement opérationnel. Il l'est aujourd'hui. Ouais. Le jumeau numérique, le game changer. Il y a deux jumeaux numériques. Attention, celui pour l'entreprise sur la supply chain, qui lui permet d'arbitrer en permanence. Renault, qui reçoit une voiture avec ses jumeaux numériques, pourrait d'abord avoir l'information avant que la voiture soit sur son site au moment où elle est récupérée, là où elle est récupérée, et arbitrer, simuler par rapport au marché, changer d'avis parce qu'à un moment donné, il y a une information qui rentre et qui lui dit « Ah tiens, d'un seul coup, on cherche plus de voitures blanches ou de voitures bleues. Ah, j'ai des voitures blanches qui arrivent. Je pensais la démanteler, donc je vais mettre un peu plus d'argent pour finalement non pas la démanteler, mais pour la refaire rouler, la rendre, parce que je sais que j'ai des clients, etc. Quand je suis allé la dernière fois, c'était une semaine après l'épisode de neige, donc ils se régalaient parce qu'ils allaient recevoir beaucoup de voitures neuves qui avaient eu des accidents et qui étaient hors d'usage, et donc des pièces neuves, de voitures qui avaient 5 ou 10 000 km après les accidents dus à la neige. On a un jumeau numérique, on anticipe tout ceci, on crée encore plus de performance. Ça, c'est le jumeau numérique supply chain. Le jumeau numérique pour les entreprises, le jumeau numérique pour les pilotes politiques, c'est le jumeau numérique territorial. Ok, super. Parfait. Cette interview touche à sa fin. Je vous propose de passer à ce qu'on appelle la séquence flash. On termine vite et sans filet. 2 petites phrases maximum par question. Première question pour vous. Si vous devez conseiller un dirigeant ou une dirigeante qui nous écoute, un seul geste circulaire à faire dans les 6 prochains mois qui change vraiment ses marges, ce serait quoi ? Connaître son lac, donc comprendre tout ce qu'il a enregistré. Il y a des outils, je me permets de citer un outil que j'aime beaucoup, qui est celui de Elysis, qui permet de connaître tous les matériels que vous avez dans votre entreprise et créer de la performance. Vous pouvez c'est connaître son lac, son stock. Connaître son lac. Et à partir de là, et se donner un objectif propre à l'entreprise. Donc, je ne peux pas répondre de façon générique au-delà de ça, mais très souvent, on ne sait absolument pas ce dont on dispose et quelle est la performance allouée à chaque objet, chaque matériau dont on dispose dans son propre périmètre. Connaître son lac. Deuxième question, le secteur européen qui, selon vous, est le plus avancé sur la circularité aujourd'hui, et puis en négatif, on va dire celui qui est le plus en retard peut-être, ce serait quel secteur ? Quand vous faites des études, notamment en supply chain, logistique, on vous explique que depuis la Ford T, l'industrie automobile a toujours été une industrie manufacturière précurseur. Donc, et c'est encore le cas aujourd'hui. On a eu le toyotisme après le fordisme, le lean, etc. Aujourd'hui, la circularité, elle est d'abord historiquement très présente. On a toujours réparé les voitures, toujours des pièces détachées d'occasion. On allait chez le déconstructeur, le casseur, on allait récupérer avec une clé de 13, on allait récupérer le rétroviseur pour sa propre voiture. Certains, ça leur résonne. Et ils sont très, très, très en avance. Donc, si vous avez une ambition, je vous invite à visiter ou au moins vous renseigner sur ce que fait Renault Flin, qui est le fer de lance européen, je dirais probablement du monde occidental, sur la circularité dans les produits manufacturés. Pour ceux qui sont en retard, j'ai pas une filière plus qu'une autre à définir en la matière, mais beaucoup sont en retard, mais mécaniquement, les choses vont se réajuster, peut-être parce qu'ils auront visité l'usine de Flin
Le lac de Flins. Voilà. Pour reprendre votre... The future is not all. Exactement. Alors, pendant cette interview, on vous a senti parfois un peu énervé, et à juste titre. Le mot du vocabulaire circulaire qui vous agace le plus? Circulaire. Parce que la sémantique est cruciale. Avec les scientifiques, nous réfléchissons. Alors, c'est un Everest, hein, mais ne faudrait-il pas tuer économie circulaire qui réenferme et qui n'aide pas à avancer. Franck Agéry, qui est notre, peut-être pas le plus brillant, parce que je ne veux pas mettre les autres en moindre, mais qui pour moi est vraiment une référence, et il entraîne avec lui de nombreuses chercheuses et chercheuses, dit l'économie circulaire forte et l'économie circulaire faible. Vous voyez que d'entrée, on est obligé de mettre un adjectif pour sortir de ce dont on a parlé au début, qui est de penser que la partie basse du recyclage, donc s'il y a un mot que nous devrions faire disparaître, c'est circulaire. L'économie circulaire est morte, vive l'économie de performance, si je reprends vos termes. Et enfin, la dernière question, la phrase qui résume votre conviction profonde sur pourquoi ça va finir par s'imposer, si vraiment ça va finir par s'imposer. La Terre n'est qu'un radeau perdu dans l'univers, sans aucun approvisionnement extérieur. Elle a ses limites, nous touchons aux limites, et j'espère que ça se passera sans guerre, mais par territoire aussi, et l'Europe en premier, on en a parlé du pourquoi, du comment. La Terre n'est qu'un radeau perdu dans l'univers, et elle nous ramènera à ses réalités et ses propres limites, et nous amènera à repenser complètement notre relation. Vous pouvez être un Américain hyper consommateur, sans limite sur le sol des États-Unis. On vous met dans une capsule, vous devenez astronaute. Vous n'avez pas la même consommation. Hein. Vous comprenez ce que c'est que de regarder chaque objet, de le préserver et de l'utiliser pour ce à quoi vous en avez besoin, vous là-haut perdu dans une toute petite capsule où on ne vous livre pas par Amazon une pièce en 1 heure ou en 1 jour. Eh bien, nous sommes un peu comme ces astronautes dans une planète qui n'est rien à la dimension de l'univers et qui n'aura pas d'approvisionnement extérieur, et ça encore pour de très très nombreuses années. La culture de la prévenance, un peu ce que vous décrivez bien dans le livre. Eh ben, merci beaucoup. Merci François Michel. Ce que je retiens cette allégorie du lac et des rivières. Je pense qu'on va rester là-dessus. On a parlé effectivement de tout ça et de l'importance de réellement réorganiser de façon complète la façon dont la valeur est créée, capturée, conservée. Et puis cette fenêtre dont on a parlé pour se positionner qui, malgré tout, se referme petit à petit. Je vous invite grandement, vous qui nous écoutez, à lire le livre qui s'appelle « Économie circulaire, les défis à relever pour atteindre une économie de performance », coécrit avec Walter Staël, paru aux éditions Duno. Quant à nous, je remercie toute l'équipe technique de One2One2 qui rend ce podcast possible. Et chers auditeurs, chères auditrices, je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour le prochain épisode de Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Merci beaucoup. Merci Nathalie, merci Capital Social et à toute l'équipe.